Bonjour à tous, bienvenue donc pour ce live organisé par ProConta. Écoutez, ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc le live d'aujourd'hui porte sur le regroupement d'entreprises, une thématique qui est centrale en fait pour les consolideurs et qui est centrale au niveau de l'UE4 du DSCG. Donc écoutez, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Faites-moi un retour. Déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me recevez bien? Est-ce que tout est OK pour vous? Je vois qu'il commence à y avoir du monde. Bonsoir Teddy, bonsoir Tatiana, bonsoir Marjorie. Donc faites-moi un retour. Est-ce que tout est OK pour vous? Est-ce que vous avez pu prendre connaissance en tout cas du support de ce soir que je vais vous diffuser? Est-ce que c'est OK pour vous? Faites-nous un retour par rapport à ça avant que je puisse commencer le live. Donc en attendant votre retour, on a un petit décalage de quelques secondes, les aléas du live, j'ai envie de dire. Donc bonsoir Patrick, est-ce que donc tout est bon pour vous? Faites-moi un retour déjà par rapport à ça. Bonsoir Bakary, bienvenue donc pour ce nouveau live, je vois qu'on a du monde. Et ça ne cesse de monter, donc je suis ravi puisque visiblement le goodwill et en tout cas le regroupement d'entreprises, c'est une thématique qui vous intéresse. Très bien Tatiana, merci pour votre retour, merci Eric. Donc c'est parfait. Donc avant toute chose, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc moi je m'appelle Charles Abaïdia, je suis diplômé d'expertise comptable. J'évolue donc dans un cabinet qui est spécialisé donc en production d'informations consolidées. Donc on accompagne tous les jours les groupes à publier, à présenter leurs comptes consolidés, que ce soit en normes françaises ou en normes IFRS. Et puis j'enseigne depuis quelques années maintenant dans le cadre de l'UE4 du DSCG et chez ProConta depuis un peu plus de 2 ans. Donc voilà, j'interviens sur pas mal de lives, d'entraînement. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette présentation. Peut-être que je vais commencer par introduire le sujet. On va redescendre donc toutes les problématiques, disons, juridico-comptables, conceptuelles et techniques d'une part. Et puis dans un second temps, je vous présenterai ce que propose ProConta. L'objectif de ce live, c'est que ce soit le plus interactif possible, donc il ne faut pas hésiter, posez-moi en tout cas toutes les questions qui peuvent vous venir, je tenterai d'y répondre du mieux possible, d'accord, et je tenterai de vous éclairer, en tout cas si toutefois vous avez quelques zones d'ombre par rapport à tout ça. Bonsoir Mick, bonsoir Patrick, bonsoir Khalil, donc tant mieux. Donc nous allons pouvoir commencer sur cette thématique, en tout cas comme je vous le disais en introduction, qui est centrale, le cas des regroupements d'entreprises. C'est vraiment une problématique qui est gérée et en tout cas qui est traitée par les consolideurs. D'accord, ce n'est pas une problématique que vous retrouvez au niveau des comptes sociaux. Cette thématique qui porte donc sur le goodwill, qu'on appelle écart d'acquisition en normes françaises, mais et goodwill en normes IFRS. Donc, quel est ici le concept ou l'idée générale? C'est que lorsque vous achetez une entreprise, au sens large du terme, d'accord, lorsque vous avez en fait une entreprise qui entre dans votre périmètre de consolidation, l'idée première est d'homogénéiser l'ensemble en fait des valorisations que vous avez au niveau des actifs, des postes d'actifs et des postes de passifs, en prenant en compte en fait les plus ou moins values qui ne sont pas comptabilisées au niveau des comptes sociaux, parce que peut-être que si l'entité est française par exemple, elle est bornée par le principe du coût historique et par le principe de prudence, et donc elle n'a pas le droit de comptabiliser au niveau de ses comptes sociaux les plus-values latentes qu'il pourrait y avoir au niveau de ses comptes. Nous, quand on va être en consolidation, on va se poser la question de savoir ce que l'on a acheté. C'est quelque chose de central, puisqu'en consolidation, lorsqu'on achète une entreprise, on n'achète pas des titres, on achète un ensemble d'actifs et de passifs. Donc il est très important, dans un premier temps, de pouvoir homogénéiser l'ensemble de ces actifs et de ces passifs et de les comptabiliser à leur juste valeur, la résultante étant la comptabilisation des plus ou moins values latentes. Et qui ne sont pas comptabilisés, comme je vous le disais. On va aussi donc tenter de comprendre à travers ça quels sont les phénomènes économiques qui ont pu influencer en fait le prix d'acquisition et la transaction. D'accord? Puisque vous avez d'une part la comptabilité qui va tenter donc de retranscrire le patrimoine d'une entreprise, et d'autre part, vous pouvez avoir des distorsions entre cette valorisation qui apparaît donc dans les comptes,
hein, au niveau des capitaux propres comptables, et d'autre part, par rapport à la valorisation qu'on pourrait avoir sur le marché, hein, une juste valeur, si je puis dire, qu'on retrouverait sur le marché. Et l'objectif, c'est véritablement d'identifier en fait les écarts et les distorsions qu'il pourrait y avoir entre ces deux éléments, et de se poser en fait des questions par rapport à tout ça. Il y a une véritable réflexion autour des actifs incorporels, puisque c'est vrai que c'est toujours un petit peu plus délicat d'appréhender en fait ce type d'actifs, et donc il y a un gros travail qui est fait de la part des valorisateurs, notamment dans le cadre d'une acquisition d'entreprise. D'accord? Plus généralement, l'objectif, c'est d'expliquer et de rationaliser, en tout cas, rationaliser ou d'expliquer le deal et la logique du deal et la logique, en fait, du prix qui a été à un moment donné décaissé par un groupe pour acheter une entreprise. Et vous avez donc toute une réflexion qui va tourner autour du goodwill. L'objectif étant, encore une fois, je me répète, de comprendre véritablement ce que l'on a acheté. D'accord? Donc, encore une fois, hein, si vous avez des questions par rapport à ça, il ne faut pas hésiter, hein, je tenterai d'y répondre. Je vais prendre connaissance au fur et à mesure de vos remarques et je tenterai d'y répondre. Donc, avant de commencer et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, j'aime bien commencer, en tout cas moi cette présentation par un petit sondage, d'accord, que je fais généralement avec les étudiants que j'encadre. Et donc, je vais vous poser une question assez simple. Si demain j'avais la possibilité, je ne dis pas que je le ferais, mais si demain en tout cas j'avais la possibilité de vous offrir une voiture et que à gamme équivalente, je vous proposais ou une Renault ou une Audi, disons. D'accord? Entre une Renault et une Audi à gamme équivalente, disons, qu'est-ce que vous choisiriez à ce moment-là, qu'est-ce qui vous intéresserait et pour quelles raisons, hein. Surtout ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce que vous choisiriez l'Audi plutôt que la Renault, ou à l'inverse, la Renault plutôt que l'Audi. Et donc, je pense qu'en répondant à cette question, on va déjà comprendre d'un point de vue conceptuel ce que revêt cette notion de goodwill, qui, encore une fois, je vous le rappelle, c'est une notion que vous retrouvez dans le cadre des regroupements d'entreprises, c'est-à-dire des acquisitions, hein, des acquisitions d'entreprises au sens large du terme. Donc, faites-moi déjà un petit retour par rapport à ça et tentez de me justifier aussi pourquoi est-ce que vous choisisseriez l'une ou l'autre, hein, qu'on puisse avoir un débat autour de ça. Je pense que c'est toujours très très intéressant. Et en tout cas, j'aime bien voilà, commencer en tout cas ce cours à travers ce petit sondage. J'ai envie de dire ça comme ça, hein, à travers ce petit sondage. Donc faites-moi un retour par rapport à ça. Dites-moi, hein, quel serait votre choix et pour quelles raisons. Je vais prendre un petit verre d'eau en attendant puisqu'il fait un petit peu chaud. Donc, qui va se lancer? C'est la question qui nous intéresse. Alors, peut-être que Marjorie, peut-être que Teddy. Donc, peut-être Mick, qui a envie de se lancer? Je vois que j'ai pas beaucoup de retours pour l'instant, alors je ne sais pas si vous êtes timide, mais faites-moi un retour, c'est assez intéressant. Et en général, j'aime bien échanger sur ce point. Donc, personne ne veut me faire de retour par rapport à ma proposition. Ah, ah, voilà. Ok, je commence à avoir les premiers retours. Donc, Teddy me dit une Audi. Et Patrick me dit une Audi pour la qualité et le prestige et une Renault pour le rapport qualité. Mais alors il faut choisir, Patrick, si demain j'ai la possibilité de vous offrir ou une Audi ou une Renault, qu'est-ce que vous choisirez, quel serait votre choix alors? Une Audi ou une Renault? C'est plus le rapport qualité ou la qualité prestige ou je sais pas très bien. Une Audi pour Juliette, mais alors pourquoi est-ce que vous opteriez pour l'Audi, ma chère Juliette? Dites-moi tout.
D'accord, Patrick. Donc, au moins, c'est très clair. Une Audi pour Patrick. Bonsoir, Olive. Donc, si vous nous rejoignez, il y a une question en suspens, Olive, c'est demain, j'ai la possibilité de vous offrir une voiture. Je vous dis de choisir entre une Audi et une Renault à gamme équivalente. Hein, quel serait votre choix? Tatiana me dit Audi, qualité et puissance. D'accord, très bien. Donc, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de Renault, mais je vois beaucoup d'Audi. Donc d'accord, très bien. Marjorie me dit, je choisis l'Audi pour la revendre, acheter la Renault et avoir de la trésorerie. Bah, c'est pas mal, d'accord, ok, très bien, mais c'est interdit hein, de la revendre. Hein. Je vous l'offre, je vous l'offre. Donc je considère que vous optez pour l'Audi. Bonsoir Julien. Alors Renault me dit Julien, alors on a un patriote pour soutenir l'économie française, c'est d'accord, très bien. Oussam me dit qualité du produit, notoriété de la marque au niveau de l'Audi, d'accord, très bien. Landy me dit évidemment Audi pour sa fiabilité et sa puissance. D'accord. D'accord. Très bien. Donc, bon, dans les grandes lignes, généralement, c'est souvent la même réponse hein, que j'ai. C'est évidemment, il y a beaucoup de monde qui opte pour l'Audi ou en tout cas la qualité allemande, j'ai envie de dire. Et peut-être à juste titre, hein, je ne sais pas, je ne suis pas mécanicien. Donc, c'est vrai que in fine, on se dit, on achète une voiture hein, qui nous permet d'aller d'un point A à un point B, d'accord, très bien. Néanmoins, notre réflexion et notre choix, à un moment donné, va être aussi influencé par un certain nombre d'éléments. D'accord? Et pourtant, sauf si je me trompe, je ne crois pas qu'il y ait de mécaniciens aujourd'hui dans le live, et encore que, peut-être, hein, peut-être qu'il y a des mécaniciens ou d'anciens mécaniciens, d'accord? Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile pour nous, en tant que profanes, d'identifier véritablement la robustesse d'une Audi ou d'une Renault, tant qu'on n'a pas fait les études spécifiques par rapport à ça, tant qu'on ne peut pas analyser véritablement le produit. Hein, si demain, je ne sais pas, on vous dit que les coussinets de bielle sont peut-être plus robustes sur une Audi que sur une Renault, bon, très sincèrement, on nous parle une autre langue. Mais en revanche, on sait tous qu'il y a une véritable influence qui se fait par rapport à notre choix et qui résulte de plusieurs facteurs. Et donc là où je vous rejoins évidemment, c'est que à un moment donné, en fait, Audi, ça va véhiculer en fait, la marque Audi va véhiculer une certaine image. Hein, généralement positive dans notre esprit et notre choix, encore une fois, peut être influencé par rapport à ça. Pourtant, quand on prend le bilan comptable d'une Audi, enfin de chez Audi et de chez Renault, on va se retrouver dans les grandes lignes sur les mêmes secteurs d'activité avec les mêmes postes d'actifs et globalement les mêmes postes de passifs, à savoir peut-être qu'il y aura dans les deux entités une chaîne de production, peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, une usine, peut-être qu'il y aura à l'actif du bilan un certain nombre de machines industrielles, peut-être que pour produire, en tout cas, des véhicules, ils vont avoir besoin d'ingénieurs, de marketeurs, de designers, d'un dirigeant, etc., etc. Et donc, à partir du moment où vous êtes sur deux secteurs d'activité qui sont similaires, à partir du moment où vous êtes en concurrence comme ça, on peut légitimement se dire que les bilans comptables seront similaires, et pourtant, Audi aura peut-être la capacité de générer plus de chiffre d'affaires que Renault, et pour différentes raisons, d'accord? Qu'est-ce que je suis? Donc, in fine, Audi sera peut-être à un moment donné plus profitable que Renault. Et ça s'explique à travers différents phénomènes parce que, effectivement, peut-être que Audi a de meilleurs designers, peut-être que Audi a de meilleurs marketeurs, peut-être que Audi a une meilleure image de marque, et tous ces éléments qui, en fait, ne peuvent pas être véritablement comptabilisés dans les comptes parce que vous n'avez pas aujourd'hui de poste meilleur designer, meilleur marketeur, mais l'ensemble de ces éléments va rentrer en ligne de compte dans le prix de transaction et va faire qu'à un moment donné, en fait, Audi, si demain Audi souhaite vendre son groupe ou une de ses entreprises, Audi va prendre en compte dans son prix de transaction l'ensemble de ces éléments, disons, incorporels qui viennent influencer le prix d'achat, mais qui ne sont pas retranscrits à travers les comptes et donc qui ne ressortent pas dans les capitaux propres comptables. Et donc, le goodwill, si vous voulez, c'est ça. C'est un ensemble d'éléments incorporels qui vous permettent en fait de dégager en fait de la rentabilité à terme,
D'accord? Et qui résulte voilà, d'un certain nombre de phénomènes. Et l'objectif, lors d'une transaction, c'est véritablement de se poser des questions autour de ce goodwill. Hein. Dans les grandes lignes, voilà ce qu'est le goodwill. Et ça, on peut le retranscrire sur différents secteurs d'activité. Si je prends demain 2 pizzerias, vous allez peut-être avoir une pizzeria qui a, je ne sais pas, un meilleur pizzaiolo que l'autre. Vous, en comptabilité, vous ne pourrez pas comptabiliser le poste meilleur pizzaiolo, et pourtant, vous aurez bien une des 2 pizzerias qui, grâce à ça, pourra à un moment donné en fait générer plus de chiffre d'affaires, au même titre que si elle est mieux placée, hein, si elle a un meilleur emplacement, vous ne pourrez pas le prendre en compte vous comptablement. Et néanmoins, si demain il devait y avoir une transaction, dans cette transaction sera reflété cet élément-là. À un moment donné, ça interviendra. Et donc, le goodwill, véritablement, c'est ça, dans l'esprit et dans le concept. D'accord ? Le goodwill, ça se calcule, c'est en fait un résidu, c'est-à-dire que ça se calcule par différence. En norme française, donc on parle d'un écart d'acquisition. Hein. Un écart d'acquisition, c'est donc la différence entre le coût d'acquisition des titres, d'accord, et la juste valeur totale des actifs et des passifs à la date d'acquisition. D'accord ? D'un point de vue, je dirais, au niveau de l'examen, pour que ce soit plus simple pour vous dans votre esprit, considérez que vous comptabilisez les écarts d'acquisition au niveau du groupe. D'accord ? C'est juste pour que ce soit plus simple pour vous à appréhender au niveau des écritures que vous allez comptabiliser. Tout au long de ce live, je vais vous donner évidemment des tips qui vont vous aider pour l'examen. Et donc, le premier tip que je peux vous donner, c'est que voilà, l'écart d'acquisition, c'est un élément qui va se calculer, en tout cas vous, à votre niveau et ce qu'on attend de vous le jour de l'examen, en termes d'écriture comptable, vous considérez que ça se calcule au niveau groupe. Hein. Vous avez une définition au niveau des normes IFRS, IFRS 3 pour être plus précis. Le goodwill, qu'est-ce que c'est ? C'est un paiement effectués en prévision d'avantages économiques futurs, d'accord, qui sont générés par des actifs qui ne sont pas identifiables individuellement. On en revient à ce que je disais, ces problématiques par exemple de meilleur emplacement, vous ne pouvez pas les comptabiliser, les identifier en fait individuellement, séparément, d'accord, vous ne pouvez pas le revendre. Néanmoins, ça va rentrer en ligne de compte, au même titre que la réputation par exemple, c'est un élément qui va rentrer en ligne de compte dans le prix de transaction et donc qui va rentrer en ligne de compte dans la prévision des avantages économiques futurs et donc, in fine, dans le goodwill. Au niveau du goodwill. Évidemment, lorsque vous vous retrouvez avec un goodwill, c'est-à-dire que vous avez payé plus cher, ou en tout cas vous avez payé à un prix supérieur à la valeur des capitaux propres comptables. Ça, c'est déjà un deuxième tip que vous pouvez retenir et qui vous permettra en fait d'avoir un espèce de point de contrôle. Un goodwill, c'est vous vous retrouvez en fait, à comptabiliser un goodwill à partir du moment où le prix de la transaction est supérieur à la valeur des capitaux propres comptables. D'accord ? Donc, je commence à avoir quelques questions. Olive me dit, quelle différence êtes-vous entre l'écart d'acquisition et le goodwill ? La simple différence que vous devez retenir, Olive, c'est que l'écart d'acquisition, on parle d'un écart d'acquisition en norme française et on parle d'un goodwill en norme IFRS. Mais en soi, cela représente exactement la même chose. C'est vraiment une terminologie, mais ça représente la même chose. Donc si toutefois vous faites l'amalgame entre les deux, je dirais le jour de l'examen, vous parlez d'un écart d'acquisition et on vous parle alors que vous êtes en norme IFRS, c'est pas bien méchant, d'accord, ça représente la même chose. Et c'est un résidu, comme je vous le disais, c'est-à-dire que ça se calcule par différence, d'accord ? Le goodwill, me dit Oussam, c'est la valeur des éléments intangibles qui ne figurent pas dans les capitaux propres, compétences, savoir-faire, notoriété de la marque. Absolument, merci Oussam, c'est ça, absolument, vous avez tout à fait raison. D'accord ? Donc, si on poursuit sur ce point, encore une fois, continuez, posez-moi des questions, n'hésitez surtout pas. Il y a une deuxième notion qui est très importante donc, au moment de l'entrée dans le périmètre de l'entreprise en question, c'est que nous allons comptabiliser donc d'une part les écarts d'acquisition / goodwill, en fonction de la terminologie, encore une fois c'est la même chose, mais ça dépend du référentiel, et par contre, on va comptabiliser aussi ce que l'on appelle les écarts d'évaluation. Alors là, par contre, c'est une notion qui est totalement différente. Le goodwill, c'est un ensemble d'éléments non identifiables, non séparables de l'activité. Non identifiables, c'est-à-dire que je ne peux pas demain prendre mon goodwill, si vous voulez, et je ne peux pas le revendre. D'accord ? C'est quelque chose qui ne se fait pas. En revanche, les écarts d'évaluation, eux, résultent de la différence entre la valeur de vos actifs ou de vos passifs
dans les comptes sociaux de la filiale, au moment où vous l'achetez, ou dans les comptes sociaux de l'entité cible, au moment où vous l'achetez, et la juste valeur, en fait, de ces mêmes postes d'actifs et de passifs au moment de l'entrée dans le groupe. Puisque tout à l'heure, en préambule, je vous disais que l'ensemble des actifs et des passifs doivent être comptabilisés pour leur juste valeur. L'exemple le plus parlant, c'est le cas d'un immeuble. Peut-être que vous, lorsque vous allez acheter une entité cible, peut-être qu'elle aura un immeuble au niveau de ses comptes, peut-être que cet immeuble vaut 5 millions d'euros de valeur brute, peut-être qu'il aura été totalement amorti, donc il aura une valeur nette comptable à 0, donc vous n'aurez aucune majoration en fait des capitaux propres par rapport à cet immeuble parce que d'un point de vue comptable, il a été amorti. Principe de prudence, principe du coût historique, on ne revalorisera pas à ce moment-là donc l'immeuble au niveau des comptes sociaux. En revanche, dès qu'on va passer au niveau consolidé, dès qu'on va introduire cette nouvelle entité dans le groupe, on va comptabiliser l'immeuble pour sa juste valeur et si vous avez eu peut-être une plus-value par rapport à cet immeuble, et peut-être que cet immeuble vaut 8 millions d'euros, et vous aurez un écart d'évaluation entre la valeur nette comptable de cet immeuble qui est de 0 et la juste valeur de ce même immeuble qui est de 8 millions. D'accord, c'est vraiment la différence qui porte, comme je le disais tout à l'heure en préambule, c'est la différence qui porte en fait sur les plus ou moins values qui ne sont pas comptabilisées dans les comptes de la filiale au moment de l'intégration de cette entité dans le périmètre de consolidation. D'accord? Donc est-ce que c'est clair pour vous cette notion et cette distinction entre les écarts d'acquisition goodwill et les écarts d'évaluation qui, eux, pour le coup, portent sur des actifs et des éléments identifiables, c'est-à-dire des éléments que je peux demain, donc pour lesquels je peux me séparer, etc. D'accord? Sauf exception, on le verra par la suite. Donc, les écarts d'évaluation, troisième tips, gardez en tête que pour que ce soit plus simple pour vous à appréhender au niveau des écritures comptables que vous allez passer en consolidation, les écarts d'évaluation, eux, sont comptabilisés au niveau de la filiale en question, au niveau de l'entité cible qui a été acquise, et pas au niveau groupe, contrairement aux écarts d'acquisition où on parlait d'un niveau groupe. Là, je vous parle d'un niveau filial, d'accord? Vous allez le comprendre par la suite quand je vais passer mes écritures, je reviendrai sur ce point par la suite, d'accord? Donc, autre point très important, là, c'est plus, encore une fois, voilà, des points de contrôle et des points juridiques qu'il faut avoir en tête. À la fin, je vous présenterai une synthèse un petit peu de tout ce qu'on se dit là. Les frais d'acquisition, lorsque vous avez l'acquisition en fait, d'une entreprise peut générer des frais. Ces frais vont être incorporés au coût d'acquisition, au prix d'acquisition en normes françaises. Et ce, en net d'impôt. Donc si demain, vous achetez une entreprise pour 1 million d'euros, que ça vous génère peut-être, je ne sais pas, 10 000 euros de frais, d'accord? Eh bien, on va considérer que l'entreprise, elle aura été achetée pour 1 million plus 10 000 euros fois 1 moins 25% si on considère qu'on a un taux d'impôt à 25%. Donc 1 million et 7 500 euros. D'accord? En norme IFRS, c'est différent. L'approche et la philosophie est différente puisqu'en norme IFRS, on va considérer que en fait, les frais d'acquisition n'ont pas à être incorporés au prix d'acquisition parce que lorsque l'on va acheter en fait et devenir propriétaire de cette entreprise, donc de l'ensemble de ses actifs et de ses passifs, les frais d'acquisition ne rentrent pas en compte et ne doivent avoir aucune influence sur le prix d'acquisition pour la simple et bonne raison que ça ne rentre pas en compte dans la valorisation à proprement dit de l'entreprise. Si demain vous passez par un cabinet d'avocats qui vous prépare votre dossier de transaction qui s'appelle le cabinet A et que demain vous passez par et que vous benchmarkez et que finalement vous souhaitez passer, je ne sais pas, ou observer ce que veut faire le cabinet B, peut-être que vous aurez des distorsions de prix par rapport à ça. Et donc, en IFRS, on va isoler ces frais. Et ces frais doivent être toujours comptabilisés en charge en IFRS. Donc, c'est le premier piège. Et souvent, on va aller vous chercher là-dessus en vous demandant de calculer le jour de l'examen un écart d'acquisition donc en norme française. Et donc, il faudra, on vous stipulera plutôt qu'il y a eu des frais. C'est un grand classique. En norme française, vous devrez prendre en compte ces frais en net d'impôt, alors qu'en norme IFRS, il faudra les isoler et ne pas les prendre en compte. D'accord? Donc ça, c'est une règle qu'il faut absolument connaître. C'est des points sinon qui sont perdus bêtement, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous connaissez la règle, c'est assez simple à traiter. Voilà, si demain vous êtes un groupe décide de constituer une entreprise, de la créer, évidemment vous n'avez pas de problématique de transaction puisque vous créez l'entreprise, il n'y aura donc
aucune problématique liée aux écarts d'évaluation et aux écarts d'acquisition. Je vous le dis à titre de rappel, peut-être que pour certains, ça semblera logique, mais voilà, au cas où d'autres se poseraient la question, il faut le savoir, pour une entreprise qui a été créée par le groupe en question, vous n'aurez à ce moment-là aucun écart d'évaluation et aucun écart d'acquisition. D'accord ? Sinon, ce ne serait pas en fait cohérent et logique. Donc si on poursuit sur ça, les actifs incorporels, encore une fois, c'est une notion extrêmement importante. D'accord ? Dans les actifs incorporels, on peut retrouver, je ne sais pas, des logiciels, des marques, des relations clients, par exemple, un certain nombre d'éléments. Et ces éléments ne sont reconnus qu'à partir du moment où ils sont identifiables, c'est-à-dire séparables de l'activité, séparables de l'entreprise et surtout qu'ils puissent être mesurés de façon fiable. Séparable, c'est-à-dire qu'on a peut-être un droit légal derrière d'en être le propriétaire et que véritablement on va pouvoir prendre cet actif et le revendre à un tiers. D'accord ? Si ce n'est pas le cas, s'ils ne sont pas séparables de l'activité, ou s'ils ne sont pas identifiables, ou s'ils ne peuvent pas être mesurés de façon fiable, ils vont être inclus mécaniquement dans le calcul de l'écart d'acquisition ou du goodwill. D'accord ? On va le voir, ce sera un peu plus parlant à travers un exemple. Vous allez le voir, on va redescendre toutes ces différentes notions, et ce sera l'occasion aussi pour moi de voir si vous avez compris en vous posant quelques questions. Autre piège, donc on y vient, quatrième tips, de mémoire, les parts de marché. Alors les parts de marché, c'est du récurrent. Hein. En tout cas, on vous stipulera, c'est souvent le cas, que dans le cas de l'acquisition de cette entreprise, on a observé qu'il y avait telle plus-value, etc. et qu'il y avait des parts de marché qui étaient valorisées pour X millions d'euros, peu importe. Il faut savoir une chose, c'est que vous avez une exception par rapport aux parts de marché. Les parts de marché sont considérées comme quelque chose de ne pas identifiable car ce n'est pas séparable. En effet, une entreprise n'a pas de droit par rapport à des parts de marché. Quand demain on vous dit que Orange possède 20% des parts de marché de la téléphonie mobile en France et que SFR en possède 30%, d'accord ? Demain, Orange ne peut pas revendre ses parts de marché. C'est pas cohérent, c'est une résultante, mais il n'y a pas de droit légal derrière une part de marché. C'est pas possible. Et donc, les parts de marché ne doivent jamais être considérées comme des éléments identifiables et être comptabilisés sur une ligne à part. D'accord ? Les parts de marché, en fait, mécaniquement, vont se retrouver dans le goodwill. Donc ça, c'est un piège aussi, souvent, qu'on vous tend, c'est-à-dire qu'on vous propose, enfin en tout cas, on vous stipule que dans le cas de cette acquisition, on a identifié des parts de marché. Pourtant, il faut bien prendre en compte cette règle et se dire, les parts de marché ne sont pas identifiables, je ne vais pas les positionner sur une ligne à part. D'accord ? On va le voir par la suite, encore une fois, ça va être beaucoup plus parlant. Enfin, il y a aussi une problématique qui est très importante dans le cas d'un calcul d'écart d'acquisition ou de goodwill, c'est la problématique liée à la fiscalité différée. Hein. L'objectif, ce n'est pas de faire un cours sur la fiscalité différée, mais c'est une notion qui est centrale en consolidation. C'est une problématique, la fiscalité différée, qu'on va retrouver dans certains pays du monde. Hein. Il y a certains pays où ils comptabilisent de la fiscalité différée au niveau des comptes sociaux. Nous, en France, ce n'est pas le cas. Ou en tout cas, ça peut peut-être être le cas, mais dans des cas extrêmement restreints. Hein, je ne crois pas en avoir vu jusque-là. Maintenant, cette problématique, elle est centrale au niveau des comptes consolidés et d'un processus de production d'une information financière consolidée. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on parlera d'un actif identifiable, il va falloir positionner de la fiscalité différée. D'accord ? Donc en cas de plus-value sur un actif identifiable, il va falloir positionner en fait un impôt différé passif, donc une provision pour impôt. Cette provision, quel est l'esprit derrière? C'est de se dire qu'à un moment donné, si on a une plus-value, c'est que potentiellement, si un jour on revend notre actif, on va être amené à payer de l'impôt et donc on va provisionner d'ores et déjà cet impôt futur. D'accord? À l'inverse, en cas de moins-value que l'on comptabilise, on va comptabiliser non pas un impôt différé passif, mais un impôt différé actif, donc une créance d'impôt, puisque le jour où on débouclera éventuellement notre position et qu'on vendra en fait l'actif en question, peut-être qu'on sera amené à payer moins d'impôts. D'accord? C'est l'esprit. Donc retenez une règle, et c'est ce que l'on attend de vous également le jour de l'examen, c'est que lorsque vous traiterez le cas d'un goodwill ou d'un écart d'acquisition, vous allez positionner de la fiscalité différée par rapport à vos écarts d'évaluation, d'accord, par rapport à vos écarts d'évaluation, la différence, encore une fois, entre la valeur de vos actifs et de vos passifs dans les comptes sociaux et la valeur de ces mêmes actifs et passifs qui rentrent
en consolidation, hein, les plus ou moins values latentes que vous pouvez avoir, et bien derrière, vous allez avoir de la fiscalité différée à comptabiliser, à la condition qu'il s'agit d'un actif identifiable, c'est-à-dire cessible. Et c'est le terme qu'on attend de vous. Si on vous demande de justifier, si c'est un actif cessible, c'est-à-dire identifiable, séparable, je positionne de la fiscalité différée. Si ce n'est pas le cas, je ne positionne pas de fiscalité différée. Et de là, il y a deux exceptions. Premièrement, je dirais la plus simple, jamais, 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 jamais d'impôt différé sur les écarts d'acquisition goodwill, /goodwill, ça n'existe pas. D'accord? Encore une fois, cette notion de goodwill et d'écart d'acquisition, c'est une problématique conso pur jus. Hein, ce n'est pas quelque chose que vous retrouvez au niveau des comptes sociaux, donc ça ne rentrera jamais en compte au niveau de la fiscalité que vous serez amené un jour peut-être à payer ou pas. Et donc, cette problématique de fiscalité différée ne s'applique pas au niveau des écarts d'acquisition, au niveau du goodwill. Impossible. Donc, gardez ça en tête parce que c'est souvent une erreur que l'on voit et que l'on revoit. Hein. Pas mal d'étudiants positionnent de la fiscalité différée au moment de passer leurs écritures liées aux écarts d'acquisition et au goodwill. Donc, jamais d'impôt différé par rapport à ça. Et jamais d'impôt différé, hein, IDP, hein, impôt différé passif, je le dis au cas où, ID impôt différé, et jamais d'impôt différé sur les marques en normes françaises. Parce qu'en normes françaises, on va considérer en fait qu'il n'est pas possible, entre guillemets, pour une entreprise de se séparer de sa marque et de la revendre, quand bien même elle en serait propriétaire et qu'elle aurait déposé les droits qu'il faut par rapport à ça. Elle ne va pas pouvoir, à un moment donné, se défaire de cette marque et la revendre sans se vider elle-même de sa propre substance. On va considérer que la marque fait partie de la valorisation de l'entreprise et va faire partie de celle-ci. Et ce n'est pas possible, en fait, de pouvoir la revendre un jour. Si demain vous la revendez, l'entreprise est vidée de sa substance. Donc en norme française, on ne positionne jamais d'impôt différé sur les marques. En revanche, en norme IFRS, on en positionne parce qu'en norme IFRS, on va considérer qu'il est possible que l'entreprise puisse un jour se séparer de sa marque et que vous pouvez avoir des entreprises qui vont avoir 2-3 marques au niveau de leur bilan. Il est possible qu'un jour, je ne sais pas, on prend le cas d'un groupe Nestlé qui détient X nombre de marques, il se peut qu'un jour, Nestlé revende une de ses marques et ça, en IFRS, entre les normes IFRS et les normes françaises, c'est une grosse distorsion. Donc ça, c'est le 6e piège, après les parts de marché et après les impôts différés sur les écarts d'acquisition. Retenez que vous avez une distorsion entre les normes françaises et les normes IFRS au niveau de la marque, d'accord, hein, c'est la 2e distorsion après les fameux frais d'acquisition. Hein, jamais d'impôt différé sur les marques en normes françaises, alors qu'en norme IFRS, vous aurez de l'impôt différé. Et donc, une fois sur deux, aux examens, on va vous demander de faire un calcul de goodwill où on vous mettra des frais d'acquisition. Donc c'est à vous de savoir qu'il y a une distorsion entre les deux référentiels, puisqu'on vous demandera en fait de le calculer en norme française et en norme IFRS, et on vous dira également qu'il y a une plus-value sur une marque. C'est le grand classique. Hein, j'ai envie de dire qu'avec ça, si vous retenez déjà ça du cours, vous avez fait un bon chemin et vous êtes déjà préparé vous préparez en tout cas pour l'examen. D'accord ? Donc là, on va peut-être rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, sauf si vous avez des questions, et on va passer par un cas pratique. Hein. Ce sera peut-être un petit peu plus simple. Donc je vais déjà attendre et voir s'il y a quelques remarques par rapport à ce que je viens de vous présenter. Faites-moi un retour. Dites-moi si c'est OK pour vous, si je peux poursuivre. Si vous avez des questions, c'est le moment, profitez-en. Je vais regarder si déjà il n'y a pas des questions auxquelles je n'avais pas répondu. Faites-moi un retour. Déjà, est-ce que cet exemple de l'Audi et de la Renault ou des pizzerias, c'était parlant pour vous? Est-ce que vous avez compris là où je voulais en venir? Est-ce que les définitions sont assez claires pour vous? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Faites-moi un retour avant que je puisse vous présenter notre cas pratique. Et puis si certains veulent d'ores et déjà se lancer et calculer en fait le goodwill à partir de l'exemple qui vous est proposé, allez-y et vous pouvez me proposer des réponses. Tant mieux Mathilde.
D'accord. Très bien, Juliette. Très bien, Émeric. Tant mieux. Très bien. Donc, je poursuis, je continue. Si toi vous voulez m'interrompre, hein, n'hésitez pas, encore une fois, posez-moi toutes vos questions. Je tenterai d'y répondre. Alors, vous êtes embauché à la direction financière de la société Phoning au sein du service consolidation. La société Phoning a réalisé plusieurs opérations de croissance externe ces dernières années. Le groupe Phoning clôture ses comptes au 31 décembre. À cet effet, votre responsable vous demande d'analyser ces diverses opérations selon le référentiel français, mais également selon les normes IFRS. C'est, dans les grandes lignes, ce type d'énoncé que vous retrouvez le jour de l'examen. C'est vraiment un cas pratique, disons, calibré niveau examen. Hein, en général, c'est ce qu'on vous demande de faire. Le groupe amortit ses écarts d'acquisition sur une durée de 5 ans. Ça, c'est une notion extrêmement importante et on va y revenir. Concernant la fiscalité différée, votre supérieur vous demande de retenir un taux de 25%. D'accord, très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 1er juillet N, première information, très importante. La société Phoning a acquis 75% des actions Smart pour un coût d'acquisition de 2 100 000. Cette acquisition a généré 60 000 € de frais d'acquisition. Le capital de Smart est composé uniquement d'actions ordinaires. Donc là, on a quand même 4-5 informations extrêmement importantes. Les écarts d'acquisition sont amortis sur une durée de 5 ans. On vous dit que la fiscalité différée, il faut que je retienne 25%. Donc là, déjà 2 coups de fluo. On vous parle du 1er juillet N, 3 coups de fluo. Phoning, elle a acquis combien? 75% de Smart, 4e coup de fluo, pour un coût de 2 100 000, 5e coup de fluo, et ça a généré 60 000 € de frais d'acquisition, 6e coup de fluo. Donc ça, c'est extrêmement important. Au 1er juillet N, les capitaux propres s'élevaient à 1,7 million et les éléments suivants ont été identifiés. Il y a une plus-value donc sur une marque commerciale de 600 000 €. Il y a une plus-value sur une construction de 460 000 € dont la durée d'utilisation restante est de 20 ans. Et une plus-value sur un terrain de 100 000 €, évidemment sans durée d'utilisation restante ni pour la marque ni pour le terrain, puisque ce ne sont pas des actifs qui sont amortissables. D'accord? Donc, peut-être que certains ont envie de se lancer, ont envie d'essayer de faire le calcul dans leur coin. Allez-y, hein, c'est l'occasion, profitez-en. Essayez de vous mettre peut-être en mode examen. Peut-être que pour certains d'entre vous ont déjà pris des cours par rapport à ça, ou ont déjà passé le DSCG, ou peut-être pas, et lancez-vous. Hein, de toute façon, ça ne peut être que positif. Et donc, moi j'en profite, mon cher Olivier, la différence entre l'écart d'acquisition et l'écart d'évaluation. Alors, extrêmement important de bien comprendre la nuance entre les deux hein, et la différence entre ces deux notions-là. Hein, c'est vraiment central au niveau d'une problématique liée au regroupement d'entreprises. Un écart d'évaluation, c'est la différence que vous allez avoir sur vos postes d'actifs ou de passifs entre le montant qui apparaît au niveau des comptes sociaux, d'accord, et le montant qui va rentrer en consolidation sur ces mêmes postes d'actifs ou de passifs. Pour que ce soit plus parlant, si demain vous avez, je ne sais pas, un terrain au niveau de vos comptes sociaux qui est de, mettons, je ne sais pas, 1 million d'euros dans vos comptes sociaux, mais que ce terrain a pris de la valeur au fur et à mesure des années, et qu'aujourd'hui il est estimé sur la base de valeur d'expertise à 1,5 million, votre écart d'évaluation sera de 500 000 €. C'est la différence entre la juste valeur de votre terrain qui va être comptabilisée, ce terrain va être comptabilisé au niveau de ce groupe à hauteur de 1,5 million, alors que dans les comptes sociaux, il apparaît pour 1 million. Donc ça, c'est un écart d'évaluation. Ça porte sur des actifs identifiables, sur des éléments même plutôt. Un actif passif sur des éléments identifiables, c'est-à-dire séparables de l'activité. D'accord? Ça, c'est une notion qui porte en fait sur, ou en tout cas c'est l'explication, ou c'est l'exemple peut-être le plus simple à comprendre, un écart d'évaluation. Voilà, c'est vraiment une différence qui est liée aux plus ou moins values latentes que vous ne pouvez pas comptabiliser dans les comptes, ou alors aux postes que vous n'avez pas pu comptabiliser à un moment donné dans vos comptes parce qu'ils ont peut-être été développés en interne ou que sais-je. Un écart d'acquisition, c'est totalement différent. Un écart d'acquisition, c'est en lien évidemment, mais l'écart d'acquisition, c'est un résidu. Ça va être la différence entre vos capitaux propres retraités, qui prennent donc en compte ces plus ou moins values latentes,
On va partir des comptes sociaux, on va partir des capitaux propres sociaux, auxquels on va agréger justement les écarts d'évaluation, ce qui va nous permettre d'obtenir des capitaux propres retraités de ces écarts d'évaluation. Et la différence entre ces capitaux propres retraités et notre prix d'acquisition, notre coût d'acquisition, eh ben, ça va être notre écart d'acquisition, notre goodwill. D'accord? Est-ce que c'est plus clair pour vous, Olivier? Donc c'est vraiment en lien, mais totalement différent, puisque, encore une fois, l'écart d'acquisition ou le goodwill, ça porte que sur des éléments déjà non identifiables et que sur des éléments incorporels. Alors qu'un écart d'évaluation peut porter sur des éléments incorporels, des éléments corporels. C'est pas du tout, en fait, la même chose. D'accord, parfait. Donc, c'est parti, je me lance. Je vous montre, en tout cas, je vais vous présenter, en tout cas, je vais vous montrer comment est-ce que moi j'appréhenderais ce type d'exercice, ce type de cas, le jour de l'examen. Donc, premièrement, on vous dit quoi? On vous dit le 1er juillet N, Phoning a acquis 75% des actions Smart. La première des choses à faire, là, je suis sur mon brouillon et je fais mon petit calcul d'écart d'acquisition ou de goodwill. Et puis après, je vous montre la réponse qu'il faut présenter. Donc, la première des choses, c'est que moi, je note la date. Donc, 1er juillet N. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous allez le comprendre par la suite. Deuxième point, je vais matérialiser en tout cas le pourcentage acquis. Pour combien on devient propriétaire. Ici pour 75%. 75% sans analyse complémentaire, puisque si vous avez suivi toute la partie qui est liée au périmètre, afin de déterminer en fait la méthode de consolidation d'une filiale, il va falloir analyser et identifier, si je puis dire, si cette filiale est sous contrôle exclusif, si elle est sous contrôle conjoint, si elle est sous influence notable, etc. Et en fonction de l'influence que vous aurez déterminée, il va y avoir une méthode de consolidation. Bien, c'est quelque chose d'important dans la mesure où de la méthode va découler en fait derrière, et de l'influence va découler la méthode, et de la méthode va découler en fait les écritures que vous allez devoir passer ou pas. Donc 75%, on ne va pas faire d'analyse plus approfondie que ça, on va considérer qu'au-delà de 50%, vous êtes en contrôle exclusif, en tout cas, vous, au niveau de ce pan-là et de cet exercice-là, on ne viendra pas vous embêter avec des problématiques liées au périmètre. On va considérer que c'est sous contrôle exclusif et donc que la filiale, elle va être intégrée globalement. Ça, c'est le premier point. C'est extrêmement important puisque vous allez voir que ces fameux écarts d'évaluation, à partir du moment où l'entité est sous contrôle, donc contrôle exclusif ou contrôle conjoint, vous allez comptabiliser les écarts d'évaluation. Et ces derniers sont figés dans leur base. D'accord? On ne va pas pouvoir les bouger par la suite. D'accord? Ils vont être figés. En revanche, si l'entité est sous influence notable, mettons que nous soyons en norme française, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour vous noyer d'informations, mais si elle est sous influence notable, et donc elle n'est pas sous contrôle, je ne vais pas comptabiliser les écarts d'évaluation. Et donc, ils vont pouvoir bouger éventuellement si demain j'étais amené à racheter une quote-part complémentaire, par exemple. Alors, je ne vais pas trop vous noyer, retenez une chose, en cas de contrôle, exclusif ou conjoint, nous allons montrer les écarts d'évaluation, c'est-à-dire que je vais passer derrière l'ordinateur, je vais m'asseoir et je vais passer mes écritures comptables liées à mes écarts d'évaluation. Si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas sous contrôle exclusif ou conjoint, à ce moment-là, je ne comptabiliserai pas les écarts d'évaluation. D'accord ? Donc, j'ai noté la méthode. Là, maintenant, je vais partir, comme je vous le disais, capitaux propres sociaux. Les capitaux propres sociaux, ils s'élèvent à combien? Ils s'élèvent à 1,7 million. Derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais comptabiliser ou pas, mes fameux écarts d'évaluation. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a une plus-value sur une marque commerciale. La question à se poser, c'est est-ce que je comptabilise en fait cette plus-value? La marque commerciale, c'est quelque chose d'identifiable, de séparable. J'imagine qu'il y a une valorisation par rapport à ça. D'accord? Donc, ma plus-value sur ma marque commerciale, je vais la comptabiliser. Plus-value marque plus 600. Tout de suite, la question à se poser, tout de suite, c'est est-ce qu'il s'agit d'un actif cessible ou pas?
Hein, est-ce que je vais pouvoir m'en séparer ou pas? Et donc là, j'en reviens à mes règles. Et là, par contre, on ne vous donnera pas les règles. On considère que vous devez être au fait de cela. Et donc, ici, on me demande la question, pardon, je ne voulais pas indiquer, mais j'aurais peut-être dû commencer par vous présenter la question. Présenter, selon le référentiel français, la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris et enregistrer au journal de consolidation au 31 décembre N toutes les écritures relatives à ces éléments. Petit 2, calculer et comptabiliser l'écart d'acquisition. Et après, on vous dit, votre responsable souhaiterait observer quels seraient les incidences si le référentiel international avait été appliqué. Et à cet effet, on vous demande de refaire un calcul, mais cette fois en appliquant la méthode du goodwill partiel. Donc là, pour la première question, nous sommes en norme française. Autant pour moi, j'aurais peut-être dû commencer par cela. Donc, la plus-value sur la marque, la question à se poser, j'en reviens à cela, c'est est-ce qu'il s'agit d'un actif cessible? Une marque A, mais il me semble que j'ai une distorsion entre mes normes françaises et mes normes IFRS. En normes françaises, est-ce que la marque est considérée comme cessible? Non. En normes IFRS, oui. Donc moi, à partir du moment où il s'agit d'un actif qui n'est pas cessible, impôt différé, rien du tout. D'accord? Si c'est un actif qui est cessible, à ce moment-là, je positionne de la fiscalité différée. D'accord? Donc derrière, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'on a une plus-value sur une construction de 460 000 euros dont la durée d'utilisation restante est de 20 ans. Ça, là, on a deux informations qui sont extrêmement importantes. D'une part, la plus-value et d'autre part, la durée d'utilisation restante. Donc sur cette plus-value sur la construction, je me pose la question de savoir est-ce qu'il s'agit d'un actif identifiable, évaluation fiable? Oui, jusqu'à preuve du contraire. Plus-value sur une construction donc de 460 000 euros. La question à se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'un élément cessible? Est-ce que demain je peux vendre? Est-ce que j'ai un droit légal par rapport à cette construction? Est-ce que je peux la revendre? Oui. Et donc, je vais positionner de la fiscalité différée. Impôt différé passif, moins. Et donc, 460 000, là, dans les textes, on vous a demandé de retenir, en fait, une fiscalité différée de 25%, ce qui nous donne 115 000. Moins 115 000, hein, je vais positionner une provision pour impôt qui est liée à cette plus-value qui conduira probablement un jour à payer de l'impôt en cas de revente. Derrière, plus-value, on vous dit sur quoi? Un terrain de 100 000 euros. Même musique, 100 000 euros. Est-ce que ce terrain, c'est un élément qui est cessible? Est-ce que j'ai un droit légal derrière? Oui, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, à partir du moment où c'est cessible, impôt différé, passif, 100 000 à 25%. Je devrais y arriver. Ça nous fait donc 25 000 euros d'impôt. Si le texte m'avait parlé d'une plus-value qui porte, ou je ne sais pas, une estimation des parts de marché à X milliers d'euros, à ce moment-là, je ne serais pas tombé dans le piège, je connais mes règles, j'ai en fait des parts de marché qui ont été évaluées, je ne sais pas moi, à 1 million d'euros, très bien. Les parts de marché ne sont pas considérées comme des actifs identifiables, ils font partie en fait mécaniquement du goodwill, puisqu'à partir du moment où je positionne en fait des écarts d'évaluation, cela conduit mathématiquement et mécaniquement à écraser en fait mon écart d'acquisition, à écraser mon goodwill. D'accord? Donc non, ça ne fait pas partie en fait des éléments qui sont considérés comme identifiables. Je ne peux pas les prendre en ligne de compte et donc je ne les comptabilise pas. Si demain j'avais eu, encore une fois, l'énoncé m'avait parlé d'une part de marché, j'en aurais fait abstraction, je ne serais pas tombé dans le piège. Donc là, on avait deux pièges, on avait un piège plutôt pour l'instant, c'était la plus-value sur la marque et il fallait se dire que nous sommes en norme française, donc pas d'impôt différé. Là, je vais donc arriver sur quoi? Des capitaux propres retraités, hein, ou alors que je dise actif, passif, acquis à la juste valeur, ou que je dise capitaux propres retraités, ça revient exactement à la même chose. Et donc là, j'additionne le tout, 1,7 million plus 600 plus 460, moins 115 plus 100 moins 25, ça vous donne donc 2 720 K euros. D'accord? Là, je vais avoir l'ensemble de mes actifs et de mes passifs qui vont rentrer au bilan consolidé à leur juste valeur. D'accord? Donc ça, c'est la première question à laquelle on répond. Et donc, on va pouvoir maintenant passer nos écritures
en consolidation. Donc en consolidation, vous avez deux possibilités pour les présenter, les écritures, le jour de l'examen. Bon, moi j'aime bien le faire comme ça, mais après, c'est encore une fois, il n'y a pas d'obligation. Moi, je présente d'une part les écritures qui impactent les comptes de bilan comme ça, et d'autre part ici, les écritures qui impactent les comptes de gestion. Hein. Dans certains ouvrages, vous verrez qu'on présente le bilan ici et le compte de gestion juste en dessous. Bon, moi, je préfère le présenter de cette façon-là. C'est un peu plus visuel, je trouve, mais après, c'est chacun le fait comme il veut. Donc, débit, crédit, débit, crédit. Après, c'est exactement au même, hein, c'est vous qui voyez. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vais positionner? Eh ben, une marque pour 600. Au débit, hein, je viens gonfler mon actif. Je viens positionner quoi? Une construction pour 460. Je viens positionner un terrain pour 100. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, de l'impôt différé passif. Donc là, c'est un passif pour 115 et pour 25. Je vais les regrouper, ça me fait 140. D'accord? Donc je positionne mes 140 000 de fiscalité différée. Mon écriture, est-ce qu'elle est équilibrée? Là, non. Donc, ici, je me fais toujours moi un petit contrôle. C'est-à-dire que j'observe mon écart d'évaluation global, puisque c'est ça mon écart d'évaluation en net d'impôt. Donc mon écart d'évaluation en net d'impôt, c'est la différence entre vos 2 720 000 et vos 1 700 000, c'est-à-dire que ça vous revient à 1 20 000 000. Je sais que cet écart d'évaluation, à partir du moment où l'entité elle est sous contrôle et donc qu'elle est en fait en intégration globale, je sais que je vais le comptabiliser, que je vais le montrer au lecteur des comptes. Donc moi, c'est un petit tips, je le fais, c'est mécanique, je me l'encadre. Si j'avais été en contrôle conjoint, par exemple, et que l'entité était intégrée proportionnellement, elle est toujours sous contrôle, je l'aurais également encadré, c'est-à-dire que je l'aurais comptabilisé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je le comptabilise, il est figé dans le temps, sauf exception. Là, on n'entre pas dans le détail. En revanche, si elle avait été sous influence notable, j'aurais fait en fait mon calcul d'écart d'acquisition, on le verra, en appliquant la même méthode. Toutefois, je ne l'aurais pas encadré ici, mon écart d'évaluation, parce que je ne l'aurais pas comptabilisé. Je ne l'aurais pas montré au lecteur des comptes. Pourquoi? Parce que sous influence notable, je ne remonte pas les actifs et les passifs de mon entité. Je réévalue simplement en fait les titres de participation de cette entité. J'élimine ces titres pour les remplacer par une autre ligne de titres qu'on appelle mise en équivalence. Donc ici, premier point de contrôle que je fais moi généralement le jour de l'examen, c'est que je m'assure que la différence en fait entre ces différents éléments-là et mon écart d'évaluation est nulle. Donc ici, je passe mon écart d'évaluation en réserve. Réserve, on avait dit que les écarts d'évaluation, ils se passaient au niveau de la filiale en question. Donc ici, la filiale qui a été achetée, c'est Smart. C'est là où je disais que c'est extrêmement important de faire cette différence entre la position, ou en tout cas la comptabilisation ou le schéma d'écriture d'un écart d'évaluation et d'un écart d'acquisition, puisque l'écart d'évaluation se comptabilise au niveau de la filiale en question. Donc moi, je mets réserve de Smart le jour de l'examen. Le correcteur comprend. Et derrière, réserve de Smart pour 1 20 000 000. D'accord? Si ici, j'ai un juste équilibre, hein, je commence par positionner moi, le montant que j'ai retranscrit ici, je le positionne là, et si je suis équilibré, je sais que je n'ai pas d'erreur. Si je ne suis pas équilibré, c'est que généralement, il y a déjà un problème mathématique où il y a un des postes qui n'a pas été recensé. Derrière, je vais me poser la question de savoir, une fois que j'ai retranscrit mes écarts d'évaluation, qui passent toujours donc par les réserves de la filiale en question, je vais me poser la question de savoir si ces écarts d'évaluation sont amortissables ou pas. Donc là, on vous dit quoi dans l'énoncé? Qu'il y a une marque commerciale, donc pas amortissable, qu'il y a une construction qui a une durée résiduelle de 20 ans, donc construction amortissable, je vais donc l'amortir, et une plus-value sur un terrain de 100 000 €. Un terrain n'est pas amortissable, donc je n'ai pas de problématique liée à l'amortissement de mon terrain. D'accord? Sur la construction, il va falloir que j'amortisse l'écart d'évaluation lié à ma construction. On vous parle de 20 ans, 460 000, je vais écrire ici, 460 000 fois 1/20. Et là, je devrais être bon. Ah, je me fais piéger. Pourquoi?
Je regarde mon brouillon et je m'aperçois que l'acquisition elle est au 1er juillet N. On est tous comptables ici. On sait qu'il y a une problématique liée au prorata temporis. Et donc, forcément, je vais devoir prendre en compte ce prorata temporis. Fois 6/12. Et l'année suivante, je vais donc amortir pour une année complète, etc. Et donc, ça vous fait du 460 000 sur 20 ans, ça vous donne, je vous dis ça de suite, je ne suis pas très bon en calcul mental, ça vous donne 23 000 euros. Donc, fois 6/12, 11 500 euros. D'accord? Donc, l'effet de l'amortissement pour cette année-là, il est de 11 500 euros. Cet effet-là et cet amortissement va transiter par quoi? Va transiter par le compte de résultat. Donc là, ça va non pas avoir un effet en réserve, mais ça va avoir un effet au résultat. Mon résultat, il va donc être de 11 500 euros. Je vais donc ici, quand je passe mes réserves au crédit, il faut penser un petit peu comme un bilan. Quand je passe mes réserves au crédit, c'est que j'augmente en fait mon niveau de capitaux propres, j'augmente mes réserves. Quand je passe mes réserves ou mon résultat au débit, c'est qu'à l'inverse, je diminue le niveau de mes réserves ou je diminue le niveau de mes capitaux propres. Bon, ici, je ne vais pas positionner en fait 11 500 euros. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, je suis pris par le temps, il faut que j'aille vite. Je sais qu'il y a des problématiques liées à de la fiscalité différée derrière. Eh ben, je vais présenter moi mon résultat en aide d'impôt. D'accord? Je vais faire plutôt 11 500 fois 1 moins 0,25. D'accord? Je vais le positionner en aide d'impôt. Ça me fait gagner de la place, ça me permet d'aller plus vite. Et ça vous fait 8 600. Impôt différé actif, à partir du moment où je viens diminuer, écraser en fait, à partir du moment où je viens diminuer mon niveau de capitaux propres, ou mon poste plutôt d'actif ou de passif, puisque la fiscalité différée s'appuie sur une approche dite bilancielle, en fonction de vos postes d'actif ou de passif, à partir du moment où je vais minorer un poste d'actif tel que celui-ci, eh ben, je vais me retrouver en fait à devoir positionner une créance d'impôt. Ce qui signifie que à terme, si je continue d'amortir mon IMO, ma construction, ici je vois que j'ai un impôt différé passif de 115 000, et ben, quand je vais continuer d'amortir tous les ans pendant 20 ans, je vais me retrouver avec un IDA de l'autre côté, un impôt différé actif de 115 000. Au fur et à mesure des années, le tout va se rééquilibrer et à la fin, j'aurai un niveau d'IDA qui sera égal à mon niveau d'IDP et les deux viendront se tamponner et j'aurai plus d'impôt différé par rapport à ce poste. Et donc là, 11 500 pardon, fois 1 moins 0,25 et 11 500 fois 0,25, ça vous donne 2 millions 9. D'accord? Résultat, impôt différé actif. Alors là, je ne vais pas faire un cours sur la fiscalité différée, ce ne serait peut-être pas approprié, et là, on dépasserait largement le temps imparti. Mais en tout état de cause, voilà, vous pouvez retenir qu'à partir du moment où je vais venir diminuer un poste d'actif ou augmenter un poste de passif, je vais me retrouver avec un IDA. Autrement dit, à partir du moment où je diminue mon niveau de capitaux propres, je me retrouve avec un IDA, que ce soit au niveau du résultat ou au niveau des réserves. Et à l'inverse, si je les augmente, je me retrouve avec un IDP. Dès que je touche à mon résultat, moi c'est ce que j'appelle effet miroir, d'accord? Je ne me prends pas la tête. Je vais assez vite le jour de l'examen, je suis pris par le temps. Mon résultat, il se positionne ici. Attention que le résultat, pas les réserves. Mon résultat, tout de suite, je le positionne de façon symétrique. Ici, résultat pour 8 600, IS pour 2 millions 9. Quel va être mon poste d'actif qui va être utilisé à ce moment-là pour contrebalancer et équilibrer mon écriture? Tout simplement, dotation aux amortissements. Le compte 68. Pour 11 millions 5. Et ici, au niveau bilan, c'est mon compte amortissement, mon compte 28 pour 11 millions 5. Et là, mes écritures, elles sont parfaitement équilibrées. D'accord? Donc là, on a positionné, on a comptabilisé, ça c'est mon résultat le jour de l'examen sur ma copie. Là, c'est la justification en fait de le calcul de mes écarts d'évaluation. Et à côté, moi, je fais toujours un petit brouillon où j'ai toute cette partie-là, toute cette partie-là, avec mes points de contrôle, où je me check et je me vérifie. D'accord? Maintenant, je vais pouvoir avancer à la seconde question. Là, on a répondu à la première question. Donc, on voit que c'est de la méthodologie pur jus. Une fois qu'on arrive à réappliquer, enfin, on applique, on réapplique, on applique, on réapplique, ça déroule tout seul. Maintenant, je vais passer au calcul de mon écart d'acquisition parce que la deuxième question, enfin, la première et la deuxième question portent sur
le calcul en norme française. Donc là, je suis parti de mes capitaux propres retraités, très bien. Je vais identifier donc mon prix d'acquisition, puisqu'on a dit que cette fois, l'écart d'acquisition, c'est la différence en fait entre mes capitaux propres retraités. Autrement dit, l'ensemble des actifs et des passifs acquis, mais comptabilisés pour leur juste valeur, et le coût d'acquisition. Donc prix d'acquisition. Mon prix d'acquisition, on nous a dit qu'il s'élevait à 2 100 000. Derrière, est-ce que j'ai des frais? Deuxième petit piège, c'est que là, si je suis en norme française, je vais prendre en compte ces frais au niveau de mon prix d'acquisition. Si je suis en norme IFRS, j'en fais abstraction. Donc mes frais d'acquisition, ici, on vous parle de 60 000 € de frais. D'accord? La règle, et que vous disent les textes, c'est que ces frais, vous allez devoir les prendre en compte pour leur montant en aide d'impôt. Pourquoi en aide d'impôt? Parce que ces frais vont vous générer une économie d'impôt, hein, sous différentes formes. Alors, soit ils seront positionnés dans les comptes sociaux, si vous vous souvenez bien, dans votre poste 26, dans les titres de participation, mais derrière, vous allez en fait passer des amortissements dérogatoires, hein, des provisions réglementées. Soit, si ce n'est pas le cas, extra-comptablement, pour ceux qui font peut-être des liasses fiscales et autres, ils vont en fait déduire extra-comptablement en fait, ces frais pour ne pas perdre en fait l'économie d'impôt qu'il y a par rapport à cela. D'accord? Les frais d'acquisition, ils s'élèvent donc à 60 000 €. En aide d'impôt, ça nous fait donc du 45 000 €. Les 45 000, c'est 60 fois 1 moins 0,25. Le coût d'acquisition, il est donc de 2 145 000. Et va venir en face de ce coût d'acquisition, la juste valeur de ce que j'ai acquis, d'accord, de l'ensemble des actifs et des passifs que j'ai acquis, à savoir quote-part de juste valeur des actifs et des passifs acquis, moins 2 720 000 fois combien j'ai acquis. Tout est sur ma feuille, je ne me prends pas la tête, 75%. Hein, à partir du moment où ce prix d'acquisition reflète en fait, hein, ces 2 100 000, pardon, reflètent le prix de transaction sur une base à 75%, forcément c'est que je deviens propriétaire de 75% de l'ensemble de mes capitaux propres. Et ça vous donne donc un écart d'acquisition qui s'élève à 105 000 €. On vous dit quoi tout de suite, je me le note, moi, c'est que cet écart d'acquisition, il est amortissable sur 5 ans. Attention, piège, règle extrêmement importante. En norme française, vous avez la possibilité d'amortir un écart d'acquisition. En norme IFRS, c'est totalement interdit. Hein, on n'est pas capable, en norme IFRS, on considère qu'on n'est pas capable de déterminer une durée de vie par rapport à cet ensemble d'éléments incorporels que l'on a acquis. Alors certains vous diront que c'est logique, d'autres pas, etc. Là n'est pas le sujet. Maintenant, il faut bien retenir cette règle. En norme IFRS, interdiction de l'amortir. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur ce registre-là, lorsque vous êtes en norme française et que vous amortissez vos écarts d'acquisition, comme là c'est le cas, on va vous dire de faire un test de dépréciation à partir du moment où vous identifiez des indices de perte de valeur. Hein, les taux qui augmentent, la perte d'un gros client qui travaille avec cette filiale-là, etc., etc., une dégradation de la zone, peu importe. Si ce n'est pas le cas, si vous n'identifiez pas d'indice de perte de valeur, vous n'êtes pas obligé de faire de test de dépréciation. D'accord? En norme IFRS, à partir du moment où vous êtes sur un élément qui a une durée de vie infinie, vous allez devoir faire, ou en tout cas non définie plutôt, vous allez devoir faire un test de dépréciation annuel. Donc le goodwill, tous les ans, retenez-le, vous allez devoir passer des dépréciations par rapport, d'un test de dépréciation, vous allez devoir opérer un test de dépréciation par rapport à ce goodwill afin d'observer s'il passe les tests, c'est-à-dire si la valeur de ce goodwill est inférieure en fait au montant en fait que l'on va identifier en utilisant diverses méthodes que vous avez pu voir par exemple dans le cadre de votre UE2 de finance, en utilisant des méthodes telles que méthode DCF, etc. Derrière, ce qu'il va se passer par rapport à ça, c'est que
j'ai mon écart d'acquisition, il est amortissable sur 5 ans, très bien, je vais pouvoir donc maintenant passer à mon écriture et puis j'aurai résolu en tout cas toute la première partie de l'exercice. Là, je vais essayer de trouver je vais juste... Est-ce que je peux avoir un chiffon, s'il te plaît? Merci. Donc, en attendant qu'on m'apporte un chiffon, je vais préparer mon écriture sur mon écart d'acquisition. Bilan, compte de gestion. Merci. Donc, un écart d'acquisition, évidemment, c'est un actif, d'accord? Un écart d'acquisition positif, c'est un actif. Je vais donc le comptabiliser à l'actif du bilan. Écart d'acquisition, 105 000 euros. La contrepartie à cela, quelle est-elle? C'est les titres de participation de la filiale en question. Ce qui signifie qu'en consolidation, encore une fois, je n'achète pas des titres, d'accord? J'achète un ensemble d'actifs et de passifs. En consolidation, les titres n'existent pas. Le principe même de la conso consiste à éliminer les titres que vous avez au niveau de vos comptes sociaux pour remonter une quote-part de capitaux propres qui vous appartient. Et ainsi observer quelle va être ce qu'on appelle une différence de consolidation, c'est-à-dire une différence entre ce que vous avez investi, le prix d'acquisition de vos titres, et la manière dont cela se traduit en fait en consolidation au niveau des capitaux propres retraités de cette même filiale. Et donc là, ce que l'on va passer, c'est les titres de participation de la filiale en question, les titres de participation de notre filiale qui s'appelle Smart. D'accord ? Derrière, qu'est-ce qu'on me dit? On me stipule que cet écart d'acquisition est amortissable sur 5 ans. Je vais donc passer une dotation aux amortissements qui correspond à 1/5. Attention, il ne faut pas que je me fasse piéger. J'ai encore une problématique de prorata temporis. Je l'ai acquis en cours d'année. Donc 105 fois 1/5 fois 6/12. Ce qui vous donne 10 500 euros. Résultat, 10 500. Écart d'acquisition ou amortissement écart d'acquisition. Plutôt, c'est plus propre. Amortissement écart d'acquisition, 10 500. Attention, je vous l'ai dit, ne vous faites pas piéger. Jamais de fiscalité différée sur une problématique liée aux écarts d'acquisition ou au goodwill, d'accord? Jamais, jamais, jamais. D'accord? C'est totalement interdit, c'est totalement proscrit. Je touche à mon résultat, je ne me casse pas la tête. D'accord? Effet miroir. Résultat 10 500, DADP, je passe ma dotation pour 10 500. D'accord? Et là, j'ai résolu la question 1, la question 2. D'accord? Est-ce que déjà, avant d'avancer sur la dernière question, vous avez des questions par rapport à ça? Oula oui, je vois que j'ai pas mal de questions. Ça fait plaisir. Alors, différence, ça j'y avais répondu. Quelle est la deuxième question? Alors la deuxième question, ma chère Noémie, c'est la deuxième question, c'est le calcul de l'écart d'acquisition. Salut Hakim, merci beaucoup, c'est très gentil. Hakim, qui est un ancien étudiant que j'ai accompagné, qui a brillamment en fait réussi ses épreuves. Donc encore, toutes mes félicitations. Alors, le support, je pense qu'on vous l'a remis. Alors, Olive, au-delà du test de dépréciation annuelle, on peut également procéder à une dépréciation à tout moment de l'année si on estime qu'il y a des circonstances indiquant une dépréciation est correcte. Alors, bon, ce serait quand même assez curieux de venir et de passer en fait une dépréciation comme ça de façon volontaire. Généralement, bon, nous, ce que l'on voit en pratique, c'est que les écarts d'acquisition, en normes françaises, en tout cas, on les amortit rarement. Le groupe n'a pas en fait pour... parce qu'il faut avoir conscience d'une chose, c'est que là, ça se retranscrit plutôt bien. On observe que la juste valeur
totale en fait de l'entreprise que l'on a achetée, si je puis dire, d'un point de vue comptable, elle est de 2 720 000, d'accord? Mais d'un point de vue comptable, hein, les capitaux propres retraités sont de 2 720 000. Très bien. Nous, on a acheté 2 145 000 pour 75% de 2 720 000, c'est-à-dire qu'on a acheté 2 745 000, quelque chose qui en vaut, d'un point de vue comptable, encore une fois, quelque chose qui en vaut, je vais vous dire ça de suite, 2 40 000. D'accord? Donc d'une certaine façon, j'ai acheté 2 745 000, quelque chose qui en vaut 2 40 000. Donc j'ai quand même payé plus cher que le prix de marché. Donc demain, déprécier un écart d'acquisition, ça signifie aussi indirectement, j'ai pas envie d'employer ce terme, mais que d'une certaine façon, vous vous êtes fait un petit peu arnaquer. Pourquoi? Parce que si vous avez payé plus cher que ce que ça vaut, au départ, vous allez positionner un actif parce qu'on va considérer que vous êtes sur une économie de marché et que les actifs, les passifs en tout cas, s'échangent pour leur juste valeur, pour le prix de marché. Si à un moment donné vous achetez plus cher que ce que ça vaut, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc c'est pour ça qu'on va considérer que vous devez positionner un actif pour ne pas que ça vienne justement avoir un impact en fait au moment de l'entrée dans le groupe. D'accord? Et vous allez positionner cet actif qui va jouer en fait un rôle de cale d'équilibrage. Je vais vous le prouver à travers un petit calcul assez rapide. Et si finalement cet actif, c'est une non-valeur, c'est un actif entre guillemets, je n'ai pas envie de dire ça, mais un actif fictif, que ça ne vaut rien véritablement, et que vous avez payé plus cher parce que vous avez payé plus cher et parce que le vendeur a réussi à bien négocier son coût, c'est que d'une certaine façon, vous êtes un petit peu arnaqué. Donc, déprécier totalement un écart d'acquisition comme ça en one shot, ça signifie en tout cas que voilà, vous avez peut-être payé trop cher. Et donc là, à ce moment-là, généralement, qui gère les deals? C'est souvent les dirigeants, les directeurs financiers, avec la direction, etc. Mais au-dessus, vous avez des actionnaires, et donc à ce moment-là, l'actionnaire peut ne pas comprendre et vous dire, mais vous faites quoi avec mon argent en fait? Vous vous amusez à acheter comme ça des entreprises qui, en plus de ça, sont mal négociées. Donc, ça peut être, voilà, en pratique, on ne voit pas en fait de groupe arriver et dire j'achète une boîte et l'année d'après, en fait, même si combien même je passe mes tests de dépréciation, je m'amuse à tout déprécier. Hein, sauf dans des cas bien spécifiques ou pour des montants qui ne sont pas matériels au niveau du groupe. Là, ça peut se défendre pour plusieurs raisons, quoi. Pour plusieurs raisons, pour simplifier un process de consolidation et autres, mais c'est vraiment sur des éléments qui ne seraient pas matériels, mais sur des opérations où les montants seraient quand même d'un niveau assez important, généralement, c'est pas trop l'esprit. Donc, je vais vous prouver cette histoire de cale d'équilibrage. Patrick, ça ne marche pas car l'email est déjà enregistré, on ne peut pas valider la demande. Alors ça, c'est pas moi, je ne vais pas pouvoir vous aider. Je suis désolé, ça. Est-il possible de créditer les réserves pour constater le goodwill? Alors oui, vous pouvez effectivement, à la place d'utiliser les titres en fait de participation, vous pouvez effectivement utiliser le poste réserve. Bon, moi, ce n'est pas quelque chose que je conseille parce que derrière, si vous opérez en fait la séquence suivante, c'est-à-dire le partage des capitaux propres entre le groupe et les minoritaires, ça vous oblige à bien prendre en compte le fait que pour l'instant, vous avez éliminé aucune participation liée au titre. C'est quelque chose qui peut se faire, il n'y a aucun sujet par rapport à ça, mais il ne faut pas faire l'amalgame. Hein. Là, moi je vous déconseille, je vous conseille de plus utiliser le post titre de participation. Là, on ne va pas faire de live sur la présentation du partage des capitaux propres, j'en ai fait un le week-end dernier. Moi, je vous conseille d'utiliser ce poste, mais en tout cas, c'est pas faux. Si vous avez appris avec cette méthode-là, c'est bon. Si vous savez gérer derrière le passage à la séquence suivante qui est le partage des capitaux propres, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun sujet et vous ne serez pas sanctionné par rapport à ça. J'espère avoir répondu à votre question, mon cher Auguste. Alors, pourquoi est-ce que la contrepartie de l'écart d'acquisition est liée au titre de participation? Je peux tenter d'y répondre. En tout cas, j'espère pouvoir vous éclairer. Ici, finalement, quand j'essaye de comprendre véritablement ce qui s'est passé, je peux me dire quoi? Que finalement, en devenant propriétaire de 75% de Smart, j'ai acheté quoi? J'ai acheté une quote-part liée en fait aux capitaux propres sociaux, c'est-à-dire 75% de 1,7 million.
Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté en fait une quote-part liée à des éléments dits identifiables, c'est-à-dire 75% de mon écart d'évaluation de 1,20 million. Hein, tous ces éléments qui sont dits identifiables. Et puis, je suis également devenu propriétaire d'une troisième chose, c'est une quote-part des éléments dits non identifiables et ce fameux goodwill. Alors là, le prix d'acquisition, on voit que je fais la différence entre quoi? Entre 75% de la totalité de mon écart d'évaluation que je viens en fait comparer à mon prix d'acquisition, et mon prix d'acquisition est lui-même calqué, ou en tout cas déterminé sur une base de 75%. Donc je ne vais pas faire un calcul dans le calcul, d'accord? Je ne vais pas reprendre 75% de 105, mais ça va être tout simplement 105. Bah, si vous prenez ces trois éléments-là, si vous faites 75% de 1,7 million plus 75% de 1,20 million plus 105 000 euros, ça vous donne normalement, hein, si j'ai bien fait mon travail, 2 145 000. D'accord? Donc en fait, vous allez avoir un lien direct. Vous pouvez utiliser évidemment le poste réserve, mais attention, attention, il faut pouvoir bien appréhender l'étape suivante qui consiste en fait à gérer le partage des capitaux propres entre le groupe et les minoritaires. D'accord? Puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne se situe pas en fait totalement on ne se situe pas en fait au même niveau. Hein. Ce que je vous disais en plus de ça, et j'ai oublié ici, résultat, autant ici c'est le résultat de Smart, pardon. Et ici, c'est le résultat conso, au niveau groupe, disons. Vous pouvez mettre groupe le jour de l'examen, peu importe. Et en faisant ça, si demain vous êtes amené à faire un partage des capitaux propres, l'étape suivante, d'accord, eh ben, vous allez pouvoir pister le niveau de capitaux propres que vous allez devoir répartir entre le groupe et les minoritaires chez Smart, tout en sachant que ici, j'ai bien eu un impact au niveau des réserves de Smart et j'ai eu un impact sur le résultat de Smart qu'il va falloir que je prenne en compte juste avant mon partage. Donc, on a fait, nous, un live avec les étudiants ce week-end où justement vous aviez le calcul, donc on partait du démarrage avec un calcul d'écart d'évaluation, un calcul d'écart d'acquisition, plusieurs méthodes, en intégration globale, proportionnelle, mise en équivalence, normes françaises, normes IFRS, des calculs de badwill, etc. On fait vraiment beaucoup d'exercices par rapport à ça. Et à la fin, on arrivait et on continuait jusqu'à la séquence ultime de la conso, qui est même le pivot de la conso, à savoir la répartition entre les capitaux propres groupes et les capitaux propres minoritaires. Et ça vous permettait d'observer en fait toute la logique qui s'enchaînait en fait. Là aujourd'hui, bon, on n'a pas le temps de redescendre en fait toutes les séquences d'un process de consolidation, mais en tout cas, si demain, je ne sais pas, vous vous inscrivez chez ProConta, vous aurez accès évidemment aux exercices qu'on a déjà fait en live avec les questions des étudiants, etc., qui me posaient et qui sont généralement en fait assez redondantes. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Pouvez-vous redire l'écriture de l'écart d'acquisition, s'il vous plaît? Bien sûr, ma chère Noémie. Écart d'acquisition à titre de participation, les titres de participation de Smart. Et dans un deuxième temps, on vous dit ici qu'il est amortissable. Donc, je passe un résultat, donc diminution de mon résultat, une dotation aux amortissements, contrepartie, l'amortissement de mon écart d'acquisition. Alors, attention, parce que tout ce que je vous donne là au tableau, j'aurais peut-être dû le dire en préambule, mais prenez simplement, en fait, écoutez, échangez avec moi. Après, vous aurez la correction où là, vous avez tout au propre parce que, voilà, je ne suis pas le plus grand je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, je n'ai pas une très très belle écriture au tableau et je vous prie de m'en excuser. Alors déjà, est-ce que c'est clair pour vous? Olive, est-ce que j'ai répondu à votre question sur les tests de Després? Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous voulez que je reprenne? Même question pour Auguste. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce que vous voulez que je reprenne? Et ma chère Juliette, pouvez-vous aussi me faire un retour par rapport à votre question? Est-ce que c'est bon? Noémie, est-ce que c'est bon également pour vous? Voilà, je vous mets peut-être Noémie ici. L'écriture pour que ce soit un petit peu plus digeste. Est-ce le même procédé pour un CC? Un contrôle conjoint, j'imagine, peut-être, Olivier. Alors, si vous pouviez préciser CC,
puisque si la question c'est contrôle conjoint, alors oui, hein, l'entité est sous contrôle et c'est exactement le même procédé. Attention, vous allez devoir proratiser vos écarts d'évaluation, hein, puisque là, l'entité est intégrée proportionnellement, en norme française. D'accord? Hicham, pourquoi est-ce qu'on a mis les réserves de 1,20 million non pas en résultat au bilan car on est sur N? C'est une très très bonne question parce que, en fait, au moment de l'entrée dans le groupe, hein, cette en fait, opération, attention, hein, il y a un bout après sur la séquence suivante, il y a un bout qui correspond en fait à vos titres qui va être éliminé. L'élimination de vos titres en fait par rapport à cette acquisition passe mécaniquement par les réserves, d'accord? Puisque en consolidation, l'objectif, c'est de ne plus avoir de titres. Et donc, l'effet va se retranscrire en fait directement derrière. Vous allez avoir un effet nul sur vos réserves au global lorsque l'on va tout additionner, les 1020 plus l'élimination des titres, etc. D'accord? Et donc, on ne passe jamais, jamais, jamais d'écart d'évaluation au niveau de votre résultat parce que, en plus de ça, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que l'ensemble de ces éléments, au moment où ça rentre, au moment où on est au 1er juillet N, l'entité le 30 juin N, elle ne fait pas partie du groupe. D'accord? Le 1er juillet N, elle rentre dans le groupe. Les capitaux propres sociaux, ce sont des capitaux propres sociaux prenant en compte le résultat. Mais si vous voulez, vos flux liés au résultat ne vont commencer en fait à modifier le résultat du groupe qu'à partir du 2 juillet N jusqu'au 31-12. C'est-à-dire que du 2 juillet N au 31-12, je vais avoir toutes les opérations de cette filiale qui vont transiter par le résultat. Avant ça, cette filiale ne faisait pas partie du groupe et donc elle ne doit pas venir avoir une influence, si je dirais, sur le résultat du groupe. Si demain je viens ici augmenter le résultat du groupe de 1,20 million pour des opérations qui résultent en fait de phénomènes antérieurs à l'entrée dans le groupe, eh ben, je vais être totalement en fait je vais avoir une distorsion en fait au niveau de ma comptabilité et au niveau de mon compte de résultat groupe. Ici, j'aurais d'ailleurs le précisé, mais ici, ces écritures se passent au 31-12N, d'accord? Et c'est pour ça que ici, au 31-12N, par exemple, je passe mon amortissement de 6/12e qui correspond en fait à mon amortissement qui court du 2 juillet ou du 1er juillet N au 31-12N, d'accord? Ça, c'est pour la partie amortissement. Ici, effectivement, l'effet sur vos réserves, hein, l'écart d'évaluation et toutes ces plus-values latentes résultent d'un passif qui n'est pas lié en fait au groupe. C'était avant le groupe, d'accord? Et donc, ça ne doit pas venir avoir une influence à un moment donné sur le résultat du groupe, premièrement. Et puis, deuxièmement, lorsqu'on va passer sur une séquence d'élimination des titres et autres, in fine, on va se retrouver avec un juste équilibre entre l'élimination des titres, la comptabilisation de votre goodwill, c'est ce que j'essayais de déterminer ici, de votre écart d'acquisition, et la rentrée de vos capitaux propres sociaux. Les trois vont s'annuler. Les capitaux propres sociaux de la filiale qui rentrent, les titres de cette filiale qui sont éliminés, la comptabilisation également de votre écart d'acquisition, et vous aurez en fait une somme nulle sur les réserves du groupe. Donc c'est une notion un petit peu technique quand même. Je ne sais pas si j'ai réussi à répondre à votre question, Hicham, mais voilà, gardez en tête en tout cas, si vous voulez faire simple, qu'un écart d'évaluation, ça transite toujours par les réserves de la filiale et non pas du groupe. D'accord? Ici, c'est donc un badwill qui vient diminuer la valeur de mes titres de participation, c'est bien cela? Non, surtout pas, Julien. Hein. Un badwill en norme IFRS, ça se comptabilise comme une provision. D'accord? Un badwill, c'est à l'inverse lorsque vous achetez moins cher que ce que cela vaut, entre guillemets. Hein, j'y vais toujours avec des pincettes. Hein, un badwill, c'est quand demain, vous avez des capitaux propres retraités de 1000 et vous payez la filiale 800. Ce qui peut arriver. Hein. Et donc là, vous allez avoir ce que l'on appelle effectivement un badwill et c'est une provision que vous passez. Contrepartie, titre de participation toujours. D'accord. Alors, faites-moi un retour. Est-ce que Hicham, c'est un petit peu plus clair? Et Julien, est-ce que c'est bon pour vous? Je vais passer donc à la question suivante en attendant. C'est la dernière question, on ne va pas en avoir pour longtemps.
La dernière question, c'est présenter la juste valeur des actifs identifiables acquis et des passifs repris et le goodwill éventuel en utilisant cette fois la méthode du goodwill partiel. Enregistré au journal de consolidation au 31/12. Toutes les écritures relatives à ces éléments. Pourquoi je vous précise partiel? Parce que en norme IFRS, vous avez deux possibilités pour comptabiliser le goodwill. Soit la méthode du goodwill complet, où on va tenter de comprendre et d'identifier la juste valeur des minoritaires, en fait, des intérêts minoritaires résiduels. Et on va comptabiliser un goodwill prenant en compte également ces intérêts minoritaires pour leur juste valeur. Donc en fait, on comptabilise un goodwill pour le groupe et pour les minoritaires. Il faut le voir de cette façon-là. C'est peut-être ce qui est de plus simple. Goodwill partiel, ça s'apparente plus à ce que l'on vient de faire. C'est un goodwill qui porte que sur l'acquisition que nous avons faite, nous, le groupe. D'accord? Donc, au niveau du goodwill, il y a une présentation qui est spécifique par rapport à la méthode de calcul, et c'est ce qu'on attend de vous aussi le jour de l'examen. Alors, ils souhaitent que vous le présentiez de cette façon-là. Ne me demandez pas pourquoi. C'est leur dada, ils aiment bien des fois complexifier un peu le truc. Donc si je devais comptabiliser en fait mon goodwill en norme IFRS, c'est pas compliqué. Je repars évidemment donc de mes capitaux propres sociaux. Je me pose la question des plus-values que je peux avoir. Plus-value sur une marque, est-ce que c'est cessible ou pas? Là, je suis en norme IFRS. Je ne me fais pas piéger. En norme IFRS, oui, la marque, elle est cessible. Donc, je comptabilise un impôt différé passif par rapport à ma marque. Moins, pardon, 150, je pense. Je passe un impôt différé donc par rapport à ma marque. Plus-value sur ma construction, c'est du pareil au même. Impôt différé, si c'est cessible, oui. Terrain sans, est-ce que c'est cessible? Oui. Je vais donc avoir une juste valeur en IFRS qui va être différente des capitaux propres retraités qui vont avoir un montant différent qui est de 2 570. Ça, c'est le piège classique. On vous met une marque en norme française, on vous demande de calculer, on vous donne une marque, pardon, et on vous demande de calculer votre goodwill en norme française, en norme IFRS. Votre écart d'éval, il est donc de, au global, 870 cette fois. D'accord? Et derrière, je vais pouvoir, à ce moment-là, je ne vous refais pas le schéma d'écriture sur vos écarts d'évaluation, c'est exactement la même chose avec l'amortissement de votre construction, etc. Vous aurez juste ici une différence au niveau des réserves de l'entité Smart si on était en IFRS, ou en tout cas de l'effet sur vos réserves sur le schéma de la séquence d'écriture. Vous aurez en plus de ça, vous avez la correction directement au propre. En revanche, je vous montre le fameux calcul du goodwill, ou en tout cas la présentation qu'on attend de vous par rapport au goodwill. Prix d'acquisition. Alors, il souhaite que vous le présentiez de cette façon-là. Encore une fois, il ne faut pas me demander pourquoi. C'est une présentation, voilà, un formalisme qu'ils veulent que vous respectiez le jour de l'examen. Donc, le prix d'acquisition, on a dit qu'il était de 2 100 000 de mémoire. Sur mon prix d'acquisition, c'est là où je me pose la question, je suis en IFRS, est-ce que j'ai des frais? Oui, mais qu'est-ce que j'en fais de ces frais? Est-ce que je les prends en ligne de compte? Surtout pas. Là, il y a un deuxième piège, je ne les prends pas, alors que tout à l'heure, on avait ajouté les 45 000 euros, les 60 000 fois 1 moins 25%. Là, je ne prends rien en ligne de compte. Après, vous présentez participation ne donnant pas le contrôle, ce qu'on appelle également intérêt minoritaire. D'accord, vous pouvez noter ça, intérêt minoritaire, c'est tout à fait juste. Et ici, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond tout simplement à 25%, donc la différence entre vos 100% au niveau du groupe, 100% de la filiale et les 75% qui ont été achetés par le groupe, et c'est donc 25% de 2 570 000. Le total, vous additionnez les deux. En additionnant les deux, ça vous donne donc 2 742 500. Derrière, juste valeur des actifs et des passifs acquis. Ça, c'est les 2 570 000. Goodwill,
c'est la différence entre vos 2 742 moins les 2 570 et ça vous donne 172 500 €. Attention, pas amortissable. D'accord? Interdiction en IFRS. Donc voilà le formalisme que vous devez respecter le jour de l'examen. C'est si on vous demande de faire un calcul de goodwill en norme IFRS. Si je passe mon écriture, bilan compte de gestion, goodwill 172,5, titre de participation Smart 172,5. Voilà. Si certains souhaitent utiliser le compte réserve, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Vous ne serez pas juste sanctionné par rapport à ça. Pas du tout. C'est simplement en fait une approche qui va être différente. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Hein. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez faire. D'accord? Donc pas d'impôt différé là-dessus, évidemment. Donc je vous remets la correction. Au niveau donc du calcul de votre goodwill, donc 1,7 million, on repart, les 600 000 sur la marque, l'impôt différé passif, je l'ai mis volontairement en rouge, la construction avec l'impôt différé passif, le terrain, l'impôt différé qui va avec. Voilà le total, 2 570 000, c'est les capitaux propres retraités. Ici, sur le plan d'amortissement, c'est exactement la même chose que ce que vous avez vu tout à l'heure en norme française. Je passe mes écritures. Donc là, voilà, vous avez tout au propre. Vous pouvez présenter ça comme ça le jour de l'examen, c'est très très bien. Après, c'est à vous de voir. Hein. Certains, voilà, encore une fois, prennent les comptes de gestion, les positionnent en dessous. Ça, c'est là où vous êtes le plus à l'aise possible. Et ici, le calcul du goodwill en utilisant la méthode du goodwill partiel. D'accord? Je passe les écritures. Et je vais pouvoir embrayer sur notre synthèse, en tout cas une synthèse que je vous propose. C'est à vous de voir. Julien, vous allez retourner à vos cours alors. D'accord, très bien. Ouais, c'est très bien, Olive. C'est absolument ça. Alors, désolé Noémie, peut-être, oui, effectivement, c'était peut-être pas très clair au tableau. De toute façon, je vous mets le PowerPoint, enfin, vous devez l'avoir là, il a dû être diffusé. Donc, vous devez l'avoir maintenant et vous pouvez vous appuyer sur le PowerPoint. Je pense que le plus important, c'est peut-être juste de regarder à la limite, et puis cela, il va être enregistré, vous pourrez le revisionner. Mais le plus important, c'est plus peut-être de comprendre et dans un second temps de s'exercer et de revenir et de faire des allers-retours. Donc, synthèse. Alors, sur la synthèse, je fais une petite synthèse, ce que je propose généralement hein, en fonction des cours que l'on présente chez ProConta. Voilà, on fait tout le temps des petites synthèses, des refresh avec nos étudiants. On échange beaucoup aussi, on fait beaucoup d'allers-retours. C'est très très intéressant. Frais d'acquisition sur titre, donc on a dit en norme française à incorporer en aide d'impôt. En norme IFRS, c'est en charge. La marque, jamais d'IDP en norme française, possible en IFRS, donc impôt différé passif. Écart d'acquisition goodwill, la méthode partielle en norme française, j'y vais avec des guillemets puisqu'il n'y a que ça qui existe, et en norme IFRS, c'est partiel ou complet. Là, pour évaluer en fait la juste valeur des minoritaires dans le cas d'un goodwill complet, vous avez deux possibilités, soit c'est en fonction du cours de bourse, soit c'est en fonction en fait du prix qui a été payé. Vous établissez une règle de 3 par rapport au prix et vous en déterminez la juste valeur des minoritaires. Amortissement de l'écart d'acquisition du goodwill, c'est autorisé en norme française, totalement interdit en norme IFRS. Et dépréciation, je vous ai remis les règles. En norme française, s'il n'est pas amorti, l'écart d'acquisition, c'est un test de dépréciation annuel obligatoire. Et s'il est amorti, vous passez une dépréciation que si vous opérez un test de dépréciation que s'il y a des indices de perte de valeur. En norme IFRS non amortissable, goodwill, donc vous passez un test de dépréciation tous les ans, obligatoirement. Attention, les dépréciations ne peuvent jamais être reprises. Vous ne pourrez jamais avoir de reprise par rapport à la dépréciation d'un goodwill ou d'un écart d'acquisition. Ce n'est pas possible. Je vous mets également deux points complémentaires. Bon, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, ou un petit peu avec Julien. Donc, en cas d'écart d'acquisition négatif, ce qui peut arriver, ce qu'on appelle un badwill en norme IFRS, vous avez deux approches en norme française. Soit on va considérer qu'étant donné que vous avez payé moins que ce que ça vaut d'un point de vue comptable, enfin d'un point de vue capitaux propres retraités, soit c'est que la filiale en fait n'est pas si rentable que ça.
Et donc, vous allez passer une provision que vous allez reprendre au fur et à mesure. L'objectif des reprises, en fait, et donc des produits liés à ces reprises, c'est de venir compenser, en fait, le manque de rentabilité de cette filiale et les pertes éventuelles de cette filiale. Soit l'inverse, c'est que vous avez fait une bonne affaire. Le cas classique, c'est une entreprise qui est en redressement judiciaire. Vous allez arriver, vous allez peut-être, vous, en tant qu'acheteur, tordre le bras au vendeur et donc réussir à négocier un bon prix. En norme IFRS, il n'y a qu'une seule approche. C'est le cas de la bonne affaire qui est autorisé par donc, IFRS 3. Et là, vous passez un produit automatiquement pour le montant total du badwill. D'accord? Il n'y a pas de notion de provision. Travaux d'allocation de l'écart d'acquisition et du goodwill, c'est-à-dire que vous avez généralement, en fait, et c'est ce qui se fait en pratique, hein, c'est assez rare d'identifier dès le départ les écarts d'évaluation. On va tout le temps se donner un certain laps de temps de par les contraintes calendaires liées aux clôtures comptables, etc. En norme française, vous avez jusqu'à la clôture de l'exercice suivant celui de l'acquisition. Donc, si vous achetez au 30, je sais pas, au 31 mars N, vous aurez jusqu'au 31/12 N plus 1 pour réaliser en fait vos travaux de ce qu'on appelle de PPS, c'est-à-dire d'allocation de l'écart d'acquisition et véritablement de comprendre en fait ce que vous avez acheté, hein, de valoriser votre marque pour la comptabiliser, etc. Là, on a fait un cas d'école, mais en pratique, c'est comme ça que ça se passe, hein, ça prend du temps de valoriser tous ces différents postes. Et donc en norme française, si vous achetez le 31 mars, bah, vous aurez 1 an et 9 mois, alors qu'en norme IFRS, c'est 1 an de date à date, à compter de la date d'acquisition. Vous aurez jusqu'au 31 mars de l'année suivante.